Moi, Oui. au départ, je pensais qu'il s'agissait d'une réédition et Mhm. tu as attiré mon attention sur le fait que c'est pas que une réédition, que tu avais fait un énorme travail de recherche et tout cela pour aboutir à l'ouvrage qui est maintenant réédité. Corsair Édition est une maison d'édition qui a été fondée à Orléans il y a 25 ans par Gilbert Trompa. Il s'est associé à 2 autres personnes pour fonder cette société qui au départ s'est appelée Corsair Édition avec la seule marque Corsair. Corsair, ça concerne des ouvrages sur la Loire, sur la marine de Loire, sur le terroir, sur le local. Hein. Hum. Donc c'est comme ça que Maillefer est sous la marque Corsair parce que c'est quand même très ancré à Orléans. Depuis, on a eu d'autres marques. Alors les autres marques, Polar Pavillon Noir, pour rester dans l'idée de Corsair, tout en soulignant qu'il n'y a jamais eu de Corsair sur la Loire. Hein. Donc ça, ce sont des polars et nous avons des auteurs de toute la France. Il faut signaler qu'à l'heure actuelle, 80 à 90% des manuscrits que nous recevons sont des polars, mais c'est le marché le plus compliqué parce que la concurrence est rude. Une autre marque, c'est Regain de lecture. Alors Regain de lecture, c'est de la littérature plus générale, roman, nouvelle ou bien ouvrage historique. C'est ainsi que nous avons édité plusieurs ouvrages de Georges Joumas, qui est un historien local qui s'est beaucoup intéressé à la Troisième République. D'ailleurs, il a soutenu une thèse sur Galouédec. Et il a écrit, par exemple, chez nous, il a fait un ouvrage sur Galouédec et 3 ouvrages sur Dreyfus. Et il travaille beaucoup avec Philippe Auriol, qui est vraiment en France le spécialiste de Dreyfus. Et puis notre 4e marque, c'est Paradigme. Paradigme, ça concerne plutôt des livres de littérature, mais plus pointu, plus universitaire. Et dans le cadre de Paradigme, nous avons des partenariats avec des chercheurs de différentes universités, dont l'Université d'Orléans. Et c'est sous la marque Paradigme que nous publions la collection. Donc là, il s'agit d'une collection, Passerelle en poésie. Pour le moment, nous avons 10 titres, mais peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler au moment du Printemps des poètes, parce que je vais faire plusieurs interventions dans des bibliothèques. Et la collection Passerelle en poésie a pour objectif de faire connaître en France des poètes étrangers qui sont connus dans leur pays, mais pas chez nous. Donc ça, on en reparlera plus en détail parce que c'est passionnant. Voilà, pour Corsair. Voilà. Donc, on disait tout à l'heure au début qu'en fait, Maillefer tombait sous la logique de la marque Corsair Édition, puisque on est en plein dans notre histoire locale, connue, voire moins connue. C'est ce que va nous permettre de découvrir l'ouvrage, je suppose. Oui, parce que de toute manière, beaucoup de choses ont été dites à propos de Maillefer, parce que Maillefer avait écrit ce livre. Mais là, ça va pas venir dans l'ordre, mais c'est pas très grave. Maillefer a publié ce livre au début 1935 et beaucoup de gens ont parlé de Maillefer plus tard en s'appuyant sur ce qui était raconté dans ce livre. Mais ce livre, c'est un roman dans lequel André Maillefer, qui était un bluffeur, qui aimait les canulars, qui aimait la plaisanterie, a écrit en brodant autour de sa propre histoire. On va dire que Maillefer a composé sa propre légende à partir de ce livre, entre autres. Évidemment, tout ce qui est dans ce livre n'est pas vrai. Donc, en fait, si je comprends bien, Josiane, c'est un personnage assez complexe, ce monsieur, parce que il y a l'esprit peut-être un peu faussaire, un peu bon, mais en même temps, il a beaucoup d'imagination. Il a bon une certaine, je sais pas si on peut parler d'humour. Tout au moins, il aimait les canulars. Le personnage est complexe, et je comprends qu'il a été
pris au premier degré finalement ce roman par beaucoup de lecteurs et beaucoup de personnes par la suite. Ah ben, ça c'est clair. Ça c'est clair que à Orléans notamment en 1935, ce livre a été pris au premier degré. Pourtant, Maillefert c'était quand même un as de l'imagination, hein. Il était très brillant, c'était vraiment un homme intelligent. Hier à la conférence de presse, quelqu'un m'a dit mais ma parole, Josiane, tu es tombée amoureuse de Maillefert. J'ai dit bon bah c'est dommage, il est mort en 1943 et je suis née après. Mais c'est un personnage fascinant. Et quand on a décidé de rééditer ce livre, c'est tout Qu'est-ce qui a simplement fait que vous avez décidé finalement d'éditer c'est Gilbert précisément? Trompa qui avait connaissance de ce livre. Et comme Maillefert est mort en 1943, 70 ans après, son livre tombe dans le domaine public. Ah, Donc, d'accord. on peut disposer du texte. Et nous avions à notre disposition le livre publié par Flammarion, puisque dès les années 1935, il a été édité chez Flammarion. Il y a eu de nombreuses rééditions depuis, jusque dans les années 70, et depuis, rien. Ce livre maintenant, le livre d'origine, malgré qu'il y ait eu plusieurs rééditions et plusieurs images de couverture, etc., maintenant on ne le trouve plus que chez les bouquinistes. Ah. Donc Gilbert a fait saisir le texte et m'a demandé de le relire, de corriger les éventuelles coquilles et de m'adresser à Michel Dubois pour lui demander une préface, puisque nous savions que le père de Michel Dubois, Maurice, avait travaillé dans les ateliers Maillefert. Voilà. Alors, j'ai relu ce texte, j'ai fait les corrections, mais tout en le lisant, je me suis beaucoup amusée parce que c'est un livre d'anecdotes, c'est un livre où tu ris tout le long parce que tu as un chapitre entier sur la façon de faire des crottes de mouches fraîches, moyennes, vieilles et très vieilles. Enfin, tu as des trucs là-dedans, c'est vraiment, tu ris tout le temps, quoi. Alors, je suis allée voir Michel Dubois, qui m'a dit, c'était fin mai 2018, qui m'a dit, mais Josiane, moi j'ai pas du tout envie d'écrire une préface, mais je peux raconter des choses. Alors Michel Dubois m'a raconté des choses que lui avait racontées son père, et je m'en suis servi pour faire un dialogue au début du livre. Mais au fur et à mesure de la discussion avec Michel, il m'a montré des choses que son père avait faites. Il m'a dit, mais j'ai encore plein de choses de mon père. Et je lui ai dit, mais pourquoi on ferait pas une exposition? Ben, et bien puis, sûr. toujours la discussion a continué. Et Michel Dubois m'a dit, mais un film a été fait par Morgan Productions pour France 5. Il a été projeté le 24 décembre 2017 au soir, donc pas grand monde ne l'a regardé. Mais nous avions le lien pour regarder le film. Et là, en discutant, je lui dis, mais autour de la parution du livre, il faut créer l'événement, c'est-à-dire une exposition et un film. Et donc, le projet est né le jour où je suis venue voir Michel Dubois, et je me suis prise au jeu, c'est-à-dire que j'ai pris contact avec toutes les personnes qui pouvaient avoir des archives relative à l'histoire de l'entreprise Maillefert et du personnage Maillefert. Et c'est ainsi que, grâce à Michel, j'ai pu avoir le contact avec Christian Musson, dont le grand-père, Robert, avait été directeur des ateliers Maillefert et dont le père, Robert, a plein d'archives qui d'ailleurs ont servi à toute l'iconographie, enfin une grande partie de l'iconographie du livre. Alors j'ai recherché dans les archives municipales, dans les archives des impôts et du cadastre, Maillefert qui avait aussi dans les années, on va dire 25-30, une scierie et des ateliers en Haute-Savoie, j'ai recherché par là aussi. Enfin, ça a été un travail de fourmi pendant 3 mois, mais ça a été passionnant parce que tu tires un fil et t'as toute une pelote qui arrive, c'est extraordinaire.
Ouais, ce que je trouve formidable, c'est l'évolution en fait. Au départ, l'idée de rééditer ce livre qui est tombé dans le domaine public, donc Corsair Édition peut s'en emparer, le ressaisir. Après, toi qui viens sur le projet et qui t'intéresse finalement au personnage, qui te prend au jeu, la rencontre avec Michel Dubois qui, à travers cela, va faire revivre le souvenir de son père, les archives. Je trouve qu'il y a une somme d'énergie, d'émotion, qui aboutit forcément à un ouvrage qu'on a envie de regarder parce qu'on voit Ah bah oui, il y a ça, plein d'angles que, voilà. ah non, non, mais ça a été une super aventure, hein. Moi, je dirais que il y aurait de quoi faire une thèse sur Maillefer, hein. Moi, j'ai écrit 40, 50 pages au début du livre, mais avec du temps, on avait décidé de le faire, de le sortir maintenant. Donc, il y avait quand même un certain timing à respecter. Voilà. Mais comme j'ai dit hier soir au Musée des Beaux-Arts, si quelqu'un veut faire une thèse sur Maillefer, il y a de quoi faire. Parce que c'est un personnage fascinant. Oui. Tu te rends compte qu'à l'âge de 18 ans, il était en formation d'apprenti euh, chez un fabricant de vitraux d'église à, à Angers. Il avait tenu à 18 ans une conférence dont il a publié le texte en 16 pages et je peux t'assurer que c'est sacrément bien écrit. Ah oui. Et puis bon, c'était un personnage extrêmement inventif. Alors moi, qu'est-ce que j'ai rajouté au début du livre? Des éléments de sa biographie, des éléments de la façon dont ça a été reçu à Orléans et ailleurs en 1935. Et puis j'ai annoté le livre parce que bien évidemment, il y a des choses qui étaient parlantes en 1935, mais qui maintenant ne représentent rien pour les lecteurs et il y a vraiment besoin de les replacer dans leur Voilà, contexte. ça clarifie pour le lecteur de 2018, ça replace dans le contexte, ça explique certains éléments sur lesquels on pourrait passer finalement Voilà. ou se poser une interrogation, mal saisir. Oui, oui. Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis, ce que je peux dire, c'est que dans ce livre, Maillefer montre, donc je dis bien que c'est un canular, son livre, hein. Oui. Dans son livre, Maillefer montre une bonne connaissance de tous les métiers d'art et de tous les artisans d'art dont il a su s'entourer pour la réussite de son entreprise. Il montre une bonne connaissance de tous les artistes, aussi bien peintres, sculpteurs, qui ont fait évoluer leur art au long des siècles, surtout au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ces gens-là sont beaucoup mentionnés dans ce livre. Et puis, Maillefer a une bonne connaissance de toutes les escroqueries de son temps, et je pense qu'il s'en est inspiré pour créer l'école de la Loire. Et comment est-ce qu'il avait eu connaissance de toutes ces escroqueries là, parce que on n'était pas à l'époque d'Internet où tout fleurit, donc là finalement. Oui. Alors bon, ce que j'ai oublié de dire, c'est que bien sûr j'avais dépouillé des archives, mais j'ai beaucoup dépouillé aussi la presse de l'époque. Ah oui. Parce que ça, ce sont des témoignages vraiment intéressants. Quand tu lis, par exemple, que tel jour, en remontant la vitrine d'un magasin, les ouvriers de M. Maillefer ont cassé une vitre de 12 mètres de long, eh bien tu sais qu'à ce moment-là, Maillefer était vitrier, quoi. Ah oui. Voilà. Non, mais je veux dire que c'est dans les faits divers, hein. Moi, j'ai tout épluché dans les journaux. Et on découvre des tas de choses et c'est vraiment passionnant parce que c'est comme une enquête de police, en fait. Oui. Hein. Et donc, je disais que Maillefer, il connaissait, dans son livre, il a cité 3 grandes escroqueries. Mais il y en a sûrement eu d'autres. Oui. Il a cité la tiare de Saïta Farnèse, mais ça, j'ai mis des notes dans le livre. Hein. C'est une tiare en or que le musée du Louvre, dans la fin du 19e siècle, avait acheté 150 000 francs or. Or, il s'agissait d'un faux fabriqué par un artisan d'Europe centrale, mais c'est tout bien expliqué dans le livre, dans les notes, hein, puisque je me souviens pas de tout là en t'en parlant, parce que j'ai fait mes recherches il y a quand même plusieurs mois. Et il faut qu'on laisse aussi aux personnes le soin de découvrir voilà, on tout peut ça. pas tout leur dire. Il parle évidemment
des faux bons du trésor de Bayonne de l'affaire Stavisky en 1933, ça c'était tout frais à sa mémoire. Hein. Et puis il parle d'un personnage qui avait été créé en 1913 par un journaliste qui, je crois, s'appelait Paul Biro, et le personnage est Hégésippe Simon, ce journaliste qui voulait démontrer que les parlementaires et les gouvernants ne connaissaient rien à rien, avait annoncé une commémoration dans le village qui s'appelait Poil, dans la Nièvre, et il y a eu des articles dont le titre était « Les parlementaires à poil ». Eh oui. Et le ministre de l'Instruction publique de l'époque se targuait d'avoir rencontré cet Hégésippe Simon qui n'a jamais existé. Eh oui. Alors, en fait, moi je me suis demandé si ça n'avait pas servi de modèle à André Maillefer pour créer le personnage de Jean-François Hardy qui aurait été un ébéniste de talent du XVIIIe siècle, qui aurait vécu en Touraine et qui aurait créé l'école de la Loire. Quoi qu'il en soit, André Maillefer a fabriqué des copies de meubles de l'école de la Loire, donc il a fabriqué des faux, puisque jamais il y avait eu de meubles de l'école de la Loire. Voilà, il a copié des meubles, en fait, d'une école qui n'existait pas, factice, qu'il avait inventé de toutes pièces alors. Voilà, il a inventé la biographie de Jean-François Hardy, il a inventé le style de Jean-François Hardy, et il a inventé le livre écrit par Jean-François Hardy pour expliquer son école de la Loire. Et bon, il faut dire qu'André Maillefer était entouré d'ébénistes et de dessinateurs de grand talent, mais quand même, il fallait oser. Oui. En fait, moi, je pense qu'André Maillefer, c'était un cabotin, c'était un farceur, mais c'était de la farce d'un grand niveau quand même. Voilà. Voilà. Et en fait, cet ouvrage-là, à l'écoute de tout ce qui vient de m'être dit, je me dis, il y a un public extrêmement large parce que c'est aussi bien le néophyte qui a envie d'en savoir un petit peu plus, qu'à l'œil qui frise au niveau des canulars, que l'érudit, l'amateur d'art, l'amateur d'histoire locale, la découverte aussi de personnages, parce que je présume que maintenant on évoquait Michel Dubois et son papa, mais je pense qu'il y a maintenant des descendants de travailleurs, d'ouvriers Maillefer qui vont se plonger là-dedans avec délectation. Enfin, c'est hyper vaste. Ça, c'est fort possible. Hier soir, à la fin de la projection du film au Musée des Beaux-Arts, un des spectateurs a demandé la parole et il a dit que lui, il avait travaillé dans les ateliers Maillefer, mais après le départ de Maillefer, puisque en fait, Maillefer a inventé Jean-François Hardy pour redonner du punch à son entreprise après la crise de 29. Ça n'a pas marché. Il a dû déposer le bilan en 1933 et ça a été repris par Louis Amos, et ça s'est appelé les ateliers Maillefer-Amos. Ma recherche n'a porté que sur Maillefer depuis son arrivée à Orléans jusqu'en 1933. Je ne me suis pas du tout intéressée au reste, puisque le livre a été publié en janvier 1935. Il a été fort bien accueilli un peu partout en France. Il y avait eu un article dans le journal Marianne en janvier 1935 où Maillefer expliquait ça s'appelait une mystification ou quelque chose comme ça. Mais l'article, nous l'avons imprimé, il est exposé à la galerie. Et là, les journalistes trouvaient très drôle, parce que c'est quand même une escroquerie d'envergure, mais c'est drôle, quoi. Oui. Et en Haute-Savoie, où Maillefer avait des ateliers, tout le monde a trouvé que c'était une super idée, que ce livre était drôle, et les gens l'ont pris au second degré. Mais à Orléans, alors qu'en 1930, il y avait eu dans le journal du Loiret un article
qui ridiculisait les gens crédules qui croyaient les faussaires. Et là, on donnait comme exemple l'entreprise de Maillfer en disant, bah lui, il fabrique des faux meubles, mais les gens qui les achètent essayent de les faire passer pour des vieux. Oui. Sûrement que Maillfer pensait que son livre serait bien accueilli à Orléans. Et à Orléans, tout le monde lui a crié dessus et il a été fortement critiqué. Ça a été très très mal vu. Comme il était ruiné, eh bien, plus personne ne pouvait le défendre. En fait, après l'exposition à la galerie Michel Dubois, où est-ce que l'on pourra se le procurer? Ah, il est déjà en vente dans les librairies orléanaises. Il est important effectivement de faire travailler les librairies, qui plus est les librairies orléanaises, mais pour des personnes qui ne pourraient pas se déplacer ou qui habitent en dehors de l'agglomération. Est-ce qu'il y a moyen de se le procurer autrement? Ah bah oui, on peut l'acheter sur le site de Corsair Éditions et puis on peut le commander, partout, hein, nous on livre, hein, mais on peut le commander directement sur notre site. Alors là, pendant le week-end, il va être en vente ce soir à la galerie. Il sera en vente demain et dimanche pendant l'ouverture de l'exposition à la galerie, bien sûr. Je me ferai un plaisir de le dédicacer ce soir et demain, mais les gens, ça leur fait plaisir. Et puis, pour moi, c'est un plaisir aussi parce que j'aime en parler de ce livre. Je l'entends bien. Je te remercie donc de toutes ces infos. Je pense que t'as développé beaucoup d'énergie, t'as consacré beaucoup de temps. C'est un personnage sur lequel tu t'es énormément passionné et tout cela. Voilà l'aboutissement d'un travail personnel très intense et très passionné. Ah oui, passionné, ça c'est le cas de dire. Je te dis à ce soir. À ce soir, merci beaucoup. Au revoir Claudine.